Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire, en direct dans les studios de Radio Grand Lac à Aix-les-Bains. Il fait un temps merveilleux aujourd'hui. On s'intéresse à vous pour une deuxième émission. Didier Pijolet, on s'intéresse à vous aussi parfaitement. Comment tu vas ? Je vais dire comment tu vas, Didier ? Bonjour, je vais très bien. Je suis ravi de me retrouver Radio Grand Lac ici en direct avec vous. Alors Didier, pour aussi présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es coiffeur à Aix-les-Bains depuis plus de 34 ans, mais pas seulement, parce que tu es animé en tout cas par plein de passions, notamment la passion des vieilles voitures. Tu nous offres aussi un super événement à Aix-les-Bains qui s'appelle le Aix Auto Légende et qui vient de se terminer, je crois, la semaine dernière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Avec toute une équipe d'amis, nous avons organisé la 22e édition du Festival d'Aix Auto Légende qui a rassemblé plus de 1000 véhicules, auto, moto et vélos. Et je crois qu'il y avait 8000 personnes, c'est ça, qui sont venues... Oui, effectivement, sur ces 3 jours, on a totalisé 8000 visiteurs. C'est un record. On a eu la chance d'avoir une météo formidable. Le dimanche, du soleil, de la chaleur. Et là, on a vraiment pulvérisé le résultat puisqu'on a eu 8000 visiteurs. Nous sommes vraiment tous ravis. Alors, sauf que, par contre, en fait, tu as eu beaucoup de chance. Vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très beau. Et je crois le lendemain, quand il a fallu en fait tout ranger, c'est là où on voit aussi que vous avez été quand même super courageux parce qu'il a fait quand même. Je me souviens, il a plu toute la journée, non ? Oui, effectivement, c'était vraiment le rideau. On a fermé les portes le dimanche soir à 19h et le lundi à 7h30, on a eu des pluies diluviennes qui sont tombées pendant toute la journée sur notre belle commune d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et effectivement, il a fallu faire tout le démontage sous la pluie, mais finalement, on l'a pas senti réellement cette pluie. On était tellement contents de voir qu'on est passé à 24 heures à travers les gouttes. Alors, animé par la passion, animé par l'amitié, forcément, on sent pas passer la pluie, on passe à travers les gouttes même, je dirais. Oui, effectivement, on est passé à travers ces gouttes et en tout cas que de belles images, que de belles photos. On a eu de très beaux reportages et puis grâce maintenant aux réseaux sociaux, les Aixois ont pu voir et revoir sur divers supports toutes ces belles photos, ces belles images. C'est important d'être dans une bulle puisque pendant ces 3 jours, nous avons la chance, j'en profite pour remercier notre belle municipalité d'Aix-les-Bains, de nous laisser à disposition 5 hectares au bord du plus grand lac naturel de France. Et là, dans cette bulle, on a reçu que des passionnés, des curieux, des gens qui aiment la voiture et aussi la nostalgie de la mobilité d'autrefois. Alors, comme on s'intéresse à toi aujourd'hui dans l'émission, plus spécialement avec ce que tu aimes aussi, on va parler, j'aimerais que tu nous racontes ce périple que tu as fait en vieille voiture à travers l'Afrique et aussi ta passion, cette passion pour l'Afrique avec, ça on verra ça en deuxième partie, avec la Namibie que tu connais très bien puisque tu y es allé plus de 20 fois. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous racontes quand même ce périple. Comment c'est venu ce périple en Peugeot, je crois, où tu es remonté d'Afrique du Sud jusqu'à Aix-les-Bains. Oui, alors je suis un coiffeur, on peut dire aventurier. Ça vient du fait qu'il n'y a aucun lien entre la coiffure et une transafricaine avec cette passion de voiture ancienne qui m'anime depuis l'âge de 17 ans. Ça vient tout simplement, c'est que j'adore les belles sagas familiales, j'aime les belles histoires de famille. Mes parents étaient coiffeurs tous les deux sur Lyon. Et dès l'âge de 17 ans, donc j'ai grandi dans ce joli métier de beauté, d'élégance, de raffinement, qui est vraiment un très beau métier, le métier de coiffeur. Et ensuite, dès l'âge de 17 ans, je me suis intéressé à l'automobile, moi qui viens pas du tout du monde de l'automobile. Et pour être un peu différent de mes copains, ceux qui avaient la chance d'avoir des parents qui pouvaient leur offrir une belle voiture, c'était la grande époque de la 205 GTI, qui est sortie en 1983. Mes parents ne pouvaient pas m'offrir une voiture neuve et puis non, c'était pas possible. En revanche, la plupart des gens qui avaient très peu de moyens roulaient avec des Renault 5 Et là, c'est donné un style un peu différent. Et je suis rentré entre les deux
avec cette passion de la voiture historique, puisque j'ai acheté une voiture française. C'était une Peugeot parce que j'aime les produits français. Enfin, depuis quelques années, on reparle du Made in France, mais encore quelques années, c'était pas forcément une bonne chose. Donc c'est les voitures françaises, alors Oui, parce que j'aime la France, j'aime les produits français, que ça soit dans la voiture, dans le vêtement, dans tout le domaine d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, je voulais absolument rouler en voiture française, une voiture qui existe encore, puisque la marque Peugeot est toujours dans les mains de la famille Peugeot. Donc j'aime cet esprit familial d'entrepreneur. Donc finalement, tu n'étais pas Renault, Peugeot, enfin tu étais finalement toute marque confondue. Puisqu'au départ, tu nous as parlé de la R5. Oui, et puis là, c'était l'horizon de cette époque-là. La Renault 5, c'était ce qu'on trouvait, c'était l'horizon. En revanche, faut savoir que la régie Renault, sans le général de Gaulle, la marque Renault aurait complètement disparu. Donc c'est grâce au général de Gaulle qui a pu justement nationaliser cette marque automobile de Louis Renault. Donc la marque Renault appartient à la France, à l'État français. Mais Peugeot, on voit que tu es un passionné de voiture. Hein. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire cette belle famille qu'on retrouve à Sochaux, dans le Doubs, l'Est de France. Donc c'est des grands industriels qui est arrivé à développer leur marque depuis 140 ans. Et ce qui m'a emmené justement, je vais vous parler sur cette transafricaine, quand je me suis procuré cette toute première Peugeot 203, et bien dans tous les livres Peugeot, on parlait d'une transafricaine. Il y avait justement 2 Parisiens qui avaient traversé l'Afrique en 1950, du Cap, Alger, Paris, en 17 jours. Et en fait, j'ai voulu rappeler ce beau souvenir d'entreprise française, avec 2 Français à bord. Et eux, c'était vraiment les plus forts, qui avaient pu démontrer au monde entier que la voiture française, Peugeot, était la meilleure voiture au monde. Donc c'était un coup de pub, mais c'était surtout aussi l'envie de vaincre et de dire qu'on peut traverser l'Afrique avec 2 roues motrices et qui développaient que 45 chevaux à l'époque. Alors, tu es parti tout seul, accompagné dans ce périple? Comment c'est passé? Alors non, je dis oui, je suis parti seul, c'est-à-dire sans assistance, mais j'ai emmené mon papa en tant que coéquipier pour réaliser cette transafricaine, puisque lorsqu'on a la chance d'avoir une jolie famille, eh bien, le meilleur coéquipier, je ne pouvais prendre que mon père. C'était ce qui était vraiment de plus solide, le plus robuste, et on lâche pas pour C'est une belle aventure, ça, c'est une belle aventure de famille. Voilà, donc c'est pour ça que l'esprit de famille est très important. En aimant les produits français, la famille, c'est très important. Donc, père et fils à travers l'Afrique, et nous l'avons réalisé, cette belle aventure, en l'an 2000. Du Cap, Paris, pendant 17 jours, comme l'ont fait les grands aventuriers de 1950, qui étaient justement Charles de Courtens et André Mercier. Et nous, on a mis 43 jours parce que j'ai voulu faire une célébration dans toutes les ambassades de France et le consul de France, 12 pays africains traversés, et j'ai été reçu vraiment comme un héros, on peut le dire, puisque traverser l'Afrique avec 2 roues motrices et qu'une voiture qui a 50 ans, c'était assez audacieux. Je suppose que tu as fait beaucoup de photos. Oui, j'ai fait énormément de photos. D'ailleurs, j'ai sorti un livre que j'ai baptisé Le Cap Paris 2000, puisqu'un film. Alors, j'ai une équipe de caméramans qui nous ont suivis dans cette aventure. Donc, on a un joli 52 minutes. D'ailleurs, un petit clin d'œil sur YouTube. Vous cherchez Le Cap Paris 2000 et vous pourrez voir le film en direct. 52 on le minutes. mettra donc sur la page, je le dis aussi à nos auditeurs, sur la page de l'épicerie culturelle du territoire. Sur Facebook, on pourrait effectivement mettre le lien vers ce film. Oui, merci de faire ce lien, puisque je voulais justement que ça reste dans l'histoire. Faire un livre, faire un film, au moins, ça restera dans... Donc c'est pour ça que j'ai eu cette passion de l'Afrique. L'Afrique m'a apporté énormément, parce que c'est l'école de vie, et surtout, ça nous apprend à être humble. Parce que devant l'Afrique, devant ce plus grand continent de la planète bleue, ce continent avec ses 52 pays indépendants, c'est tellement puissant sur le plan énergétique, sur plein de raisons. Donc l'Afrique m'a beaucoup apporté. Si tu gardais un souvenir de ce périple avec ton papa, cette traversée, on va dire, quel est le souvenir le plus poignant pour toi, que tu gardes? Eh bien, le plus poignant, c'était justement dans les pannes
de la voiture, j'ai essuyé 17 pannes, et à chaque panne, ça nous permettait d'inventer, de créer, d'avancer. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire qu'il faut toujours avancer, jamais reculer. Donc, chaque panne, on était bloqué. Ça durait des fois quelques minutes, et des fois, ça durait jusqu'à 3 jours, puisqu'on a cassé le pont au Soudan, à Khartoum. On est resté bloqué 3 jours pour réparer la voiture. Donc, voilà un petit peu. Mais alors là, j'imagine, on est un peu... quelque part, on doit accepter une situation et puis finalement lâcher prise, c'est la grosse expression du moment, et faire confiance en ce qui va se passer dans ces cas-là. Comment? Eh bien, justement, dans ces moments, parce que nous, dans notre personnalité d'homme blanc, on est toujours en train de courir dans tous les sens. Et lorsqu'on est sur cette belle terre d'Afrique, où les Africains vivent le présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress. Le stress n'existe pas dans le vocabulaire africain. Pas de stress, pas d'excitation, on est dans le calme et puis on essaie de trouver la solution. Donc le temps ne compte pas. C'est ça, le rapport du temps est vraiment différent et vécu. Le temps est vécu très différemment. Oui, parce que les Africains nous disent toujours, l'homme blanc, il court toujours après le temps alors qu'ils ont tous une montre au poignet. Nous, on n'a pas de montre, donc on a tout le temps. Donc ça nous apprend beaucoup de ce côté-là sur la vie. Alors il y a un pays aussi que tu connais très bien pour y être allé, comme je l'ai dit en début d'émission, plus de 20 fois, c'est la Namibie. Alors aujourd'hui on a vraiment envie d'en parler encore plus, puisque nous recevons Aix-les-Bains en fait, reçoit et accueille l'équipe de rugby comme camp de base. Et on s'est dit que ça serait quand même très intéressant de pouvoir mieux connaître ce pays, mieux connaître cette culture. Donc tu vas nous éclairer sur le sujet juste après cette première pause musicale. Justement, on va écouter l'hymne namibien, donc chanté par le chœur de l'armée française. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à ceux qui nous rejoignent en direct dans cette émission. On s'intéresse à vous, cette nouvelle rubrique que je propose dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors on s'intéresse à vous, oui, chers auditeurs, et on s'intéresse aussi aujourd'hui à quelqu'un d'Aix-les-Bains, un acteur de cette ville, mi-coiffeur, mi-tour leader, puisqu'il organise aussi des voyages, Didier Pijolet. Alors Didier Pijolet, merci de nous avoir fait part aussi de ce que tu as pu vivre aussi sur cet événement d'Aix-Auto-Légende dont tu es à l'origine. Et on a envie aussi, on sait que tu as participé activement aussi à l'accueil de la Namibie, de cette équipe de rugby. Aix-les-Bains a été sélectionné. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous. Eh bien, c'est incroyable. Je rentrais justement du Botswana. Nous étions en novembre 2022. Et un ami me dit, écoute Didier, on a pensé à toi parce que figure-toi qu'on reçoit la Namibie à Aix-les-Bains dans le contexte de la Coupe du Monde du rugby. Je dis, c'est incroyable, mais c'est incroyable. Ah oui, donc du coup, moi j'étais tellement heureux parce que effectivement, après cette transafricaine, et aujourd'hui je connais 25 pays africains, je les connais par les avoir traversés. Pas en avion, mais en voiture, donc en contact avec les populations. Et pour moi, la Namibie, ça devient vraiment mon pays préféré. Vraiment, je m'en cache pas. Maintenant, j'y suis allé 20 fois. Mon plaisir, c'est d'emmener des participants, des Aixois, des Sérieux, des Français, peu importe, mais leur faire découvrir ce beau pays, c'est vraiment super. Donc, alors peut-être qu'on pourrait rappeler aussi simplement des choses peut-être simples ou peut-être évidentes pour toi qui est allé 20 fois. C'est-à-dire sa situation géographique, où se situe la Namibie, quelle langue on y parle, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, la Namibie, c'est l'Afrique australe. L'Afrique australe, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de l'équateur. Et là, donc, c'est un pays qui est jumelé avec l'Afrique du Sud.
Donc nous sommes sur l'ouest de l'Afrique du Sud. Donc vous avez l'Afrique du Sud à l'ouest. Juste au-dessus, vous avez justement la Namibie. Au-dessus, au centre, vous avez le Botswana. Et un tout petit peu plus loin, donc côté est, nous avons le Mozambique. Donc cette belle terre namibienne, elle a été complètement méconnue jusque dans les années 1885. C'est une dernière terre qui a été colonisée. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a pas d'hommes, il y a rien. C'est très naturel. Il y a que du sable, que des cailloux. C'est très minéral. Et à partir de là, donc l'homme ne peut pas vivre en Namibie parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc curieusement, aujourd'hui, nous avons quand même... Alors comment ils font pour vivre ? Parce qu'il y a quand même des hommes en Namibie. Oui, alors donc la Namibie aujourd'hui, c'est 2 500 000 habitants en 2023, mais avant c'était quelques milliers d'individus. Hein. C'est grand comme 1,5 fois la France. Et il y a 12 tribus qui habitent en Namibie, dont les fameux Imba, qui sont les plus connus, les Herero, les Dama, les Nama. Voilà, c'est un peu les grandes tribus sont un plus grand nombre. En revanche, comment font-ils, comme c'est une terre où il n'y a pas d'eau ? Eh bien, faut savoir qu'ils se nourrissent de lait de chèvre. Voilà, l'eau, le peu d'eau qu'on peut trouver, c'est pour les animaux. Le lait. Ah, d'accord. Voilà. Donc en fait, ce sont des peuples cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, et en fait, ils connaissent à quel endroit où on trouve des arbres fruitiers. Et en fait, dans la brousse, dans la savane, en fait, c'est des fruits qui sont gorgés d'eau. Donc les tribus prennent cette eau au sein de ces fruits qui poussent dans la savane. D'accord, donc en fait, tu es en train de nous dire que finalement, on peut vivre sans eau. Aujourd'hui, je suis en train de dire que arrêtons de dramatiser tous les peuples du monde avec ce manque d'eau, parce que il y a plein de solutions. On n'a pas besoin d'autant d'eau. Avec très peu d'eau, on peut vivre. Donc, il y a c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Namibie fait partie de ces terres où il faut vraiment s'y intéresser, parce qu'en fait, ce sont des terres d'avenir, parce que eux, ils ont toujours vécu sans eau. Donc, en fait, il y a des solutions où on pense qu'on gaspille de l'eau. Bah oui, parce que l'eau est très abondante chez nous. Donc c'est vrai qu'on la gaspille, mais il faut apprendre là-bas pour vivre demain chez nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime beaucoup la Namibie, parce que comme c'est un pays qui fait 1,5 fois la France avec seulement 2 500 000 habitants, donc j'adore cette solitude et d'être en harmonie avec la nature. Parce que en fait, en France, en Europe, un peu dans toutes ces terres du monde, avec cette surpopulation, donc en fait, on vit entre hommes, entre humains en tout cas, et on perd ces sensations de nature. Et cette sensation de nature, on peut la ressentir en contact des pierres, du sable, des végétaux et des animaux. L'homme fait pas partie de la priorité de la terre Namibie. C'est-à-dire que le peuple namibien vivent en harmonie avec cette nature, c'est-à-dire qu'ils se partagent la nature. Donc l'homme, c'est un pays, la Namibie, qui n'a jamais réellement connu de guerre. Ils ont pris leur indépendance seulement depuis 1990, vous vous rendez compte ? Oui, donc c'est hier, quoi. Voilà, donc c'est un peuple complètement neuf. En 1990, ils ont pris leur indépendance. Parce qu'ils dépendaient de l'Afrique du Sud. En fait, c'était l'Union sud-africaine. C'est pour ça que dans l'équipe aussi de Namibie, qu'on a pu voir à Aix-les-Bains, il y a beaucoup de blancs aussi. Tout à fait, oui, parce que nous Français, on connaît très bien l'Afrique francophone, mais cette terre africaine anglophone, ça reste très méconnu des Français. D'ailleurs, on parle quelle langue en Namibie ? L'anglais. On parle l'anglais. On parle l'anglais parce que les 12 tribus, ils ont leur dialecte. Donc il y a 12 langues officielles, mais grâce à l'anglais, donc les tribus peuvent se parler entre elles. Donc ça, c'est très bien. Donc l'anglais a permis d'unifier un peu tous les peuples et enfin de se comprendre. Hein. Alors ils ont le teint clair pourquoi ? Parce qu'en fait l'Afrique du Sud, Namibie, Botswana, cette Afrique australe se rapproche beaucoup de l'Antarctique. Là. Donc ils ont un grain de peau relativement clair. Très bien. Et donc quand tu emmènes des groupes là-bas,
Oui. Finalement, ça ressemble à quoi? Ça va être des visites du désert, ça va être comment? À quoi ça ressemble en fait un voyage touristique, on va dire en Namibie? Alors, voilà comment ça se présente auprès de ma société Afrique Always. Donc, j'ai souhaité organiser des voyages de rencontres avec la nature. Parce que il y a tous les voyages qu'on peut voir souvent en Afrique francophone, c'est des rencontres avec les Africains. Parce que c'est très nombreux, il y a une très grande population sur cette Afrique de l'Ouest. Mais en Namibie, nous sommes à la rencontre de la nature, des végétaux et des animaux. Donc je pense que c'est beaucoup mieux pour cette partie d'Afrique que les gens puissent voyager avec moi, dans le sens que je n'ai rien à vendre, mais tout à partager. C'est mon slogan. Et l'avantage, c'est qu'on prend l'avion ensemble, on voyage ensemble, et je n'ai pas de guide locaux. Donc je suis guide accompagnateur. Et à partir de là, je leur fais transmettre cette passion. Et ce qui est très important, c'est que j'essaye de proposer aux Savoyards de sortir de leur journal de 20 heures. Parce que quand on parle de l'Afrique, malheureusement, on parle que des drames. Mais l'Afrique est belle. C'est un continent merveilleux. Et croyez-moi que elle a aussi un très bel avenir. Cette belle Afrique, et surtout dans cette région de l'Afrique australe et la Namibie. Et en tout cas, merci d'accueillir Aix-les-Bains, cette belle équipe de Namibie sur notre belle terre, dans notre beau terroir, puisque maintenant les Aixois savent où géographier la Namibie. Vous savez pas ce que c'était que la Namibie. Faut savoir qu'en Namibie, il y a que 200 Français qui habitent en Namibie. C'est incroyable. Sur les 2 500 000 habitants, il n'y a que 200 Français. Alors j'ai eu le plaisir, justement, au mois de janvier 2023, j'ai pris un rendez-vous avec monsieur l'ambassadeur de France, en tant qu'ambassadeur dans notre jolie ville d'Aix-les-Bains, pour dire qu'on est très heureux, très fiers de recevoir cette belle équipe de Namibie. Et moi, mon souhait, puisque ils vont bientôt repartir chez eux, cette belle équipe de rugbyman en Namibie, j'aimerais qu'il y ait une suite et de créer une amitié savoie-namibienne et avec l'ambassadeur de France en Namibie. Il est très ouvert de créer des échanges entre Savoyards et Namibiens pour continuer cette belle histoire qui s'est écrite en ce moment sur notre terre, dans notre bassin de vie, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Eh ben, un autre projet, Didier Pijolet, un autre projet à mettre en place. Oui, avec grand plaisir. J'aimerais être acteur de cette après-réception namibienne, de recevoir des Aixois qui ont envie de faire des choses, d'échange de liens avec les tribus, avec la nature. Et on peut faire... il y a plein de projets sportifs à créer, culturels et pourquoi pas économiques. Alors, est-ce que tu veux peut-être dire une dernière chose sur les Namibiens, sur la Namibie, avant de refermer ce chapitre? Oui, ce que je peux dire, c'est un rare pays africain que les Namibiens qui ont la chance à faire de belles études en Europe ou aux États-Unis, ils reviennent tous dans leur pays. Parce que très souvent, les Africains qui ont la chance de pouvoir faire des études à l'étranger, ils reviennent plus dans leur pays. Et aujourd'hui, cette belle famille namibienne, ils reviennent toujours dans leur pays parce qu'ils savent que c'est une terre merveilleuse et ils ont tous envie de développer leur pays au sein de leur pays. Alors en tout cas, j'espère qu'on aura aussi l'occasion de les revoir ici à Aix-les-Bains, peut-être pas par le biais du rugby, mais par le biais de cette association, de cette amitié à construire entre la Savoie et la Namibie, dont tu pourras peut-être être à l'origine, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, on avance avec Alain Souchon et on se retrouve tout de suite après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et merci Didier Pijolet d'être avec nous aujourd'hui. On s'intéresse à vous, Didier Pijolet. On s'intéresse aussi à la Namibie. Merci de nous avoir partagé ton expérience de la Namibie. Et on s'intéresse encore à toi de manière un petit peu plus
de manière un peu plus intime, peut-être, on va dire. Je t'avais demandé de choisir en fait une musique que tu aimes. Donc, tu as voulu écouter Souchon en avance. Tu peux peut-être nous dire pourquoi tu aimes cette musique? J'aime déjà beaucoup le chanteur Alain Souchon parce que il est calme, il est posé, c'est que des mélodies, donc ça apaise tout le monde, hein, Alain Souchon, et puis il a traversé toutes les générations. C'est un artiste intemporel. Il a jamais été le number one, mais il est toujours voilà, c'est un grand classique des variétés françaises. Et puis bien sûr que ce sujet, on avance, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans le sens. Et c'est mon moteur de vie. Tu es toujours sur la route, Didier, hein, voilà, quelque part. Oui, je suis sur la route parce que quand on est sur la route, on ne sait pas qui on va croiser au prochain carrefour, au prochain croisement. On ne sait pas. Quand on passe une colline, on passe un col, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est toujours la découverte, et c'est ce que j'aime dans la vie, c'est cette découverte, et surtout, toujours avancer et de jamais reculer. Si tu devais choisir 3 adjectifs pour te qualifier, qu'est-ce que tu dirais? Lesquels choisirais-tu? Je suis passionné, je suis... Ça, on a vu, hein. Passionné, c'est sûr, j'aime faire partager ma passion, c'est ça, c'est transmettre. Et puis surtout j'aime bien que les choses soient bien faites, donc perfectionniste. Alors c'est pas facile à vivre dans mon entourage parce que j'essaie de me rapprocher de la perfection et on est souvent des fois des insatisfaits quand on aime la perfection, mais bon, ça fait partie de je le prends comme une qualité, la perfection. Mais il y a toujours dans tous les petits défauts, il y a toujours aussi des qualités. Et on peut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire dans toutes les qualités, il y a des choses un petit peu moins bien. Alors après, ça dépend comment on voit les choses. Oui, d'ailleurs, Cocteau disait à Jean Marais, accentue tes défauts. Et je m'en suis servi aussi. J'aime beaucoup cette phrase, j'aime beaucoup Cocteau, j'aime beaucoup Jean Marais, j'aime cette belle histoire de ces hommes qui ont fait le cinéma français en noir et blanc. C'était un grand plaisir d'aller au cinéma parce qu'on n'avait pas de télé à la maison. Donc voir ces monstres du cinéma français et justement accentuer ces défauts, pourquoi pas, c'est ce qui crée des personnages. C'est joli ça, j'avais jamais, je connaissais pas. Ouais, Jean Cocteau. C'est intéressant, c'est un concept intéressant en tout cas. Oui, je m'en sers, ces petits clins d'œil d'artistes où je mets en pratique. Et je crois que c'est bien. Alors accentuer ses défauts, parce qu'on sait bien que les plus belles créations ont été des défauts. Hein. On sait comment est née la pizza, on sait comment est née la tarte tatin, c'était des défauts. Puis c'est des grands succès. Donc accentuons nos défauts. Alors je vais suivre en tout cas je vais suivre ce conseil. Didier Pijolet, coiffeur aventurier, hein, on peut le dire maintenant. Si je t'avais demandé aussi d'amener un objet qui représente ta construction personnelle, qu'est-ce que tu as choisi comme objet? Alors je vous ai emmené la miniature de ma Peugeot 203. Puisque on est toujours dans les voitures. On est toujours dans la voiture, oui, c'est mon moteur de vie. J'en parle par passion, puisque vous savez tous que j'ai aucun intérêt économique. Je vends pas des voitures, je suis pas garagiste. Bref, c'est une Peugeot 203 qui a été réalisée par la maison Norève, qui est un fabricant de miniatures suite à ma Transafricaine. Donc ils l'ont mis au catalogue et cette 203 me rappelle l'aventure que j'ai vécue puisque je l'ai fait en l'an 2000, mais je l'ai réédité en 2004. Donc j'ai fait 2 Transafricaines, 2 fois le Cap Paris, toujours avec la même voiture Peugeot 203. Donc on peut aussi, puisque la question en fait ça parle de ta construction. Construction personnelle avec ce qu'on peut développer comme qualité, donc finalement à travers ces périples ou ce périple, qu'est-ce que tu as développé comme qualité? Ou comme peut-être même comme regard sur la vie. Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire que tout est possible. C'est toujours avancer. Rien n'est impossible, et il faut rien lâcher, puisque ça m'a apporté qu'on n'a pas besoin d'avoir bac+10 pour réussir.
Non, quand on croit son destin et qu'on croit à son aventure, il faut y aller. Les portes s'ouvrent. Je viens pas du monde de l'automobile. La voiture est tombée en panne souvent. Donc en fait, j'ai pas fait d'études mécaniques. Elle est tombée en panne. Donc on est arrivé à avancer. Donc ça m'a tout appris. C'est-à-dire que la persévérance. Il faut avancer. C'est-à-dire que chaque mini échec nous fait grandir. On n'a pas d'échec. On ne fait qu'agrandir. Comme Souchon le chante. On avance. Alors on va avancer. Est-ce que tu peux nous partager une citation qui te touche? Ah oui, alors j'ai une citation. Alors c'est wait and see. Parce que wait and see, on a tout dit. Wait and see, attends et vois, parce que c'est devant tous les jours, on a des mini problèmes. Chaque jour, on a des mini obstacles. Eh bien, wait and see. Eh bien, attends et vois. Et finalement, ça nous apporte de la lumière, parce que dans le wait and see, parce que dans la vue, c'est la lumière. Donc, tu attends et regarde la lumière. Parce que même la nuit, même quand dans une nuit très sombre, il y a toujours une part de lumière. Donc là aussi, ça fait référence à l'écoute. Écoute aussi ce qui arrive autour de toi. Voilà, c'est-à-dire que Parce que dans le si, c'est aussi vois et écoute et regarde ce qui se passe. Voilà, et ce qui est très important, c'est de prendre sa respiration. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une écoute, dans un conflit, dans un échange un peu viril, eh bien, c'est très important de bien respirer. Donc, voilà, donc avant de répondre à une question un peu compliquée dans les obstacles de la vie, humains, parce qu'on n'a que des obstacles humains, finalement. Eh bien, à partir de là, apprenez à respirer avant de répondre et d'agir. Par le nez? Oui, exactement, par exemple. C'est une version, je m'entraîne. Oui, c'est important. Donc voilà, c'est ce qui est... Didier, quelle musique maintenant je te pose cette question, une musique qui a marqué un événement de ta vie? Alors c'est très curieux parce que c'est une musique de rue, c'est une musique qui a été spontanée, c'est une musique que quelques jours avant, même quelques heures avant, on ne sait pas ce que c'était que cette musique, eh bien en fait j'ai été quand même séduit en 1998 quand la France a été championne du monde de foot. J'étais en Espagne. Et avec 1 et 2 et 3-0, c'est une musique qui est intemporelle. C'est une musique qui a été construite dans la rue par le peuple de France. Et ce que j'ai aimé, cette musique, cette solidarité, c'est cet amour, ce peuple de France qui a été uni par une musique de rue. Il n'y a pas d'acteur. Enfin, si tout le monde était acteur, mais il n'y a pas eu de réalisateur. Il n'y a eu pas de... Voilà, donc en fait, cette musique... Elle a été finalement inventée de concert, sans se concerter. Voilà, donc cette musique qui a marqué un moment de ma vie, eh bien, c'était une musique de rue, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis pas footballeur, je suis pas un passionné de foot, mais je suis un passionné du peuple de France, et de voir quand toute la France est unie ensemble, eh bien, c'était incroyable, et puis c'était la première fois qu'ils gagnaient justement la Coupe du Monde. Didier Pigeolet, votre livre de chevet? Alors, j'ai pas vraiment de livre de chevet parce que je prends pas le temps de lire des livres, mais surtout je passe beaucoup de temps à lire beaucoup de magazines, des hebdos du monde de la voiture, le monde, alors plus particulièrement c'est La Vie de l'Auto. Donc c'est un hebdomadaire tiré à 80 000 exemplaires. Tous les passionnés de voitures anciennes le lisent et pour moi, je vois un petit peu la température, comment ça tourne dans les autres événements de voitures anciennes, voir un peu comment ça fonctionne. En revanche, après, j'aime bien lire des livres d'histoire, parce que je suis un passionné d'histoire. Donc, en fait, sur ma table de chevet, c'est surtout des livres d'histoire, parce que j'adore l'histoire de la Savoie, de la France et de l'Europe. Si ta vie était un titre de livre? Alors, mon titre Voilà, le titre... titre de ta vie. Voilà, le titre de ma vie, c'est Persévérance. Persévérance, c'est joli ça. Est-ce que tu peux aussi nous dire une personne ou une personnalité pour laquelle tu as une certaine admiration? Ah ben pour moi, c'est Nelson Mandela. Alors,
j'ose même pas te demander pourquoi, mais est-ce que tu peux enrichir ta réponse? Parce qu'on comprend bien pourquoi. On voit même que tu as une certaine émotion d'ailleurs. Hein. Eh bien, c'est le seul homme d'État qui a rassemblé 100 chefs de gouvernement du monde à ses obsèques. Dans le stade de Djobour, donc il y avait les 100 présidents. On sait qu'il y a 200 pays dans le monde. Et ben c'est le seul qui a rassemblé 100 chefs d'État le jour de ses obsèques. Donc j'ai regardé ses obsèques et c'était vraiment incroyable que cet homme est arrivé à unifier toutes les races du monde. Donc c'est quand même, c'était un grand moment pour moi et c'est vrai que voilà, pour moi c'est celui qui passe et c'est le seul chef d'État africain qui avait dit je prendrai qu'un mandat. Et il a fait ce qu'il a dit. Parce que la plupart de ces présidents africains, ils pensent qu'ils sont élus pour la vie. Non, c'est le peuple qui met en place les chefs d'État. Et Nelson Mandela a fait qu'un mandat. Donc c'est plus qu'exceptionnel. Et pour rassembler justement Invictus, son film qui est incroyable, pour ceux qui n'ont pas encore vu, il faut absolument voir ce film, et pour rassembler ces peuples de couleurs différentes, et il a pris un bébé blanc dans les bras. Donc c'est un moment très très fort. S'il était là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Merci. Alors ça va finalement aussi très bien pour la question suivante. Si tout était possible, Didier, qu'est-ce que tu ferais pour le monde? Eh bien, ce que je ferais, c'est-à-dire qu'il y a une chose très simple, la planète bleue, où nous sommes tous vivants, eh bien, les 2/3 de la planète est bleue. Pourquoi? Parce que les 2/3 de la planète est couverte d'eau. Et il suffirait simplement de dessaler une partie de ces océans. Et quand on entend tous ces politiques de la planète qui nous parlent de l'eau, de l'écologie, de l'environnement, mais mettez les solutions. Techniquement, on peut dessaler de l'eau pour mettre de l'eau à tout individu sur la planète. C'est incroyable qu'aujourd'hui, quand je discute avec des ingénieurs du sujet, ils me parlent de coûts, d'argent. Mais quand on va chercher du pétrole, du charbon, de l'uranium, du lithium maintenant pour faire des batteries, tout ça c'est un coût. Donc ils préfèrent dépenser de l'argent pour développer encore et encore leur économie pour des intérêts qui leur appartiennent à eux. Mais il faut vraiment se pencher sur l'eau. Donc moi, mon vœu le plus cher, c'est-à-dire qu'on arrête de dire que ça coûte cher de dessaler de l'eau de l'océan. Il suffirait simplement de mettre les moyens, parce qu'il suffit de mettre les moyens pour mettre de l'eau à tout individu, parce que l'avenir, le problème, c'est l'eau. Ce qui paraît un besoin essentiel, et en même temps, en discutant, on a vu avec la Namibie que finalement on pouvait quand même vivre sans eau. Donc il y a quand même aussi beaucoup de paradoxes. Exactement, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut absolument revoir les choses. Et moi, je dirais, il faut étudier, parce on a déjà les solutions, que mettre de l'eau de partout, parce que aujourd'hui, le gouvernement namibien, ils ont mis une centaine de puits artificiels pour que maintenant que les populations puissent avoir de l'eau. Donc il y a des forages qui étaient faits, c'est-à-dire que comme le pays a pris son indépendance en 1990, donc le tout premier président de la République namibienne, il a donc fait une centaine de forages pour avoir de l'eau qui est presque de partout. Et aujourd'hui, maintenant, ça y est, les tribus ont accès à l'eau, maintenant. Parce qu'il faut savoir que dans ce désert du Namib et le désert du Kalahari, puisque nous, dans notre culture francophone, on connaît très bien le Sahara,
Donc, il faut savoir que sous le Sahara, il y a un océan d'eau, sous le sable. Et en ce moment, donc, le Kalahari, le désert du Kalahari, donc c'est ce que le Sahara est dans l'hémisphère nord, c'est le Kalahari dans l'hémisphère sud, en Afrique. Eh bien, il y a de l'eau de partout. C'est de l'eau primaire, c'est de l'eau qu'on peut. Donc, il suffit de faire des forages et on a accès à l'eau. C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut, comme d'habitude, une volonté politique. Et peut-être que, j'allais dire, faire redescendre un peu ce pouvoir qu'a l'argent. C'est-à-dire que l'argent, en fait, aujourd'hui, empêche aussi beaucoup d'actions. Exactement. Bon, il y a un lobby en ce moment sur les voitures électriques, sur lithium, tout ça. Donc aujourd'hui, maintenant, les fortunes se déplacent. Mais faut savoir que faut voir comment il s'est retiré ce lithium. On sait que en ce moment, ils sont en train de casser des montagnes. C'est souvent des enfants qui font ce travail pénible. Ça se trouve, ils vivront pas jusqu'à l'âge de 30 ans. Simplement pour nous, pour avoir une ambiance un peu bobo, de croire que rouler avec des voitures électriques, ça va pas polluer, mais ça fait beaucoup de déchets, ça fait plus de déchets. C'est-à-dire qu'il faut pas absolument faire des monoproduits. Et nous, en France, on est un petit peu trop dans cet esprit-là. On était monoproduits à l'époque du charbon, après c'était le pétrole, après c'était le nucléaire, maintenant c'est l'électrique. Donc je pense qu'il y a du bon de partout, il y a du mauvais de partout, mais il faut pas absolument avoir des mono-énergies. Et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit, et surtout, je pense que le gros enjeu de la planète, on le sait tous que c'est l'eau, mais nous qui vivons au bord du plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget, on sait très bien que la capacité d'eau qu'on a aujourd'hui, ça représente toute la consommation du peuple de France. Donc, la réserve d'eau, ça fait vivre 68 millions de Français. Et donc, on a ce bassin d'eau devant les yeux tous les jours. Donc, pour dire que la planète qui est recouverte des 2/3 d'eau, l'Everest, c'est 1800 mètres d'altitude, la fosse des Mariannes, c'est 12 000 mètres de profondeur. Donc, il y a pas d'inquiétude, et arrêtons de paniquer et de donc soyons reconnaissants aussi de ce que la nature nous donne, et respectueux, responsables aussi dans nos consommations. Exactement. Faut savoir qu'en Namibie, il pleut seulement en février-mars. C'est-à-dire qu'ils ont une quinzaine de jours de pluie par an, c'est tout. 15 jours de pluie par an. Et à partir de là, ils ont trouvé des solutions pour préserver cette eau qui tombe du ciel, pour la garder, pour la protéger. Voilà, donc pour dire qu'il faut pas tout dramatiser. Voilà, on a tendance un peu trop à dramatiser. Alors, en tout cas, on arrive à la fin de notre émission. Un grand merci, Didier Pijolet, de nous avoir partagé aussi ta passion pour l'Afrique, de nous avoir aussi informé et puis raconter la Namibie qu'on connaît, en tout cas pour ma part, et je sais que je suis pas la seule, qu'on connaît un pays qu'on connaît très mal et qu'on aimerait aussi mieux découvrir. Donc tu as commencé à nous aider à prendre ce chemin, en tout cas. Peut-être quelle est ta prochaine actualité ? Eh bien, la semaine prochaine, nous partons en Andalousie au volant de nos voitures historiques. Nous sommes 17 voitures, 34 personnes pour découvrir l'Andalousie en partant de Saint-Sébastien en direction Madrid-Cadiz. Cadiz, on fait toutes ces belles villes, villages andalous. Et la fin de notre voyage, on remonte par Alicante, Valence et Barcelone. D'où le surnom de coiffeur aventurier. Maintenant, on comprend mieux. Finalement, tu vis des aventures, tu continues, tu avances sur ce chemin d'aventure que t'offre la vie. Exactement, ouais. Voilà, c'est un choix de vie. Et maintenant, je vis 140 jours par an à l'étranger. Merci beaucoup Didier Pijolet. Merci à vous d'avoir été avec nous durant cette émission en direct. Il est l'heure de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Alors, on se retrouve lundi prochain avec une émission autour de la réalisation des courts-métrages cinéma. Merci à vous, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Radio Grand Lac. Et on est vraiment très heureux
de pouvoir partager et de vous offrir aussi tous ces temps sur le 92.1. Pour ceux et celles qui souhaiteraient écouter le podcast de l'émission, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Radio Le Grand Lac. D'ici 3-4 jours à peu près, vous aurez le podcast que vous pouvez bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Il fait encore très très beau en Savoie. On a toujours projet d'aller aux champignons, dans nos forêts, ramasser des bons cèpes de Bordeaux et surtout likez-vous, suivez-vous, aimons-nous et faisons-nous du bien. Ça, c'est les maîtres mots de l'épicerie culturelle du territoire. À bientôt. Radio Grand Lac. Votre radio.